Je m'appelle Chloé, j'ai 30 ans, et je n'aurais jamais pensé me retrouver en guerre contre toute ma famille pour une maison. Pendant 10 bonnes années, j'ai rendu visite à ma grand-mère Béatrice tous les dimanches, sans exception, alors que ma sœur, Manon, ne prenait même pas la peine de l'appeler. Alors, quand Maminou est décédée et m'a laissé sa charmante vieille maison meulière, j'ai cru que tout le monde comprendrait sa décision. J'avais complètement tort. Lors de la lecture du testament, mon propre père s'est levé dans le bureau de l'avocat et m'a dit « Cède-la à ta sœur, elle en a plus besoin que toi ». Personne dans cette pièce, et encore moins ma famille, ne s'attendait à ce que j'allais faire ensuite. Mais avant de vous raconter ce que contenait cette dernière lettre que ma grand-mère m'a laissée, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et abonnez-vous si un membre de votre famille a déjà essayé de profiter de votre gentillesse. En grandissant, j'ai toujours partagé un lien spécial, presque sacré, avec ma grand-mère. Maminou Béatrice n'était pas juste une parente, elle était ma meilleure amie, ma plus fidèle confidente, et la seule personne au monde qui semblait vraiment me voir pour qui j'étais, et non pour ce que je pouvais faire pour les autres. Dès mon plus jeune âge, je passais mes week-ends dans sa belle et grande maison meulière. J'y ai appris les secrets de ces fameux cookies aux flocons d'avoine et raisins secs, ceux avec juste ce qu'il faut de cannelle. J'ai appris à m'occuper correctement de son magnifique jardin, un kaléidoscope de lilas parfumés et de pivoines délicates. Et je passais des heures à l'écouter me raconter des histoires de sa jeunesse, me peignant le tableau d'une époque plus simple. Quand j'ai commencé mes études de kinésithérapie, un parcours exigeant et prenant. Ces visites du week-end se sont consolidées en notre rituel sacré du dimanche. Chaque semaine, sans faute, je me garais devant sa maison à 11 heures du matin. Nous préparions le déjeuner ensemble, généralement ses lasagnes légendaires ou une copieuse blanquette de veau. Puis, nous passions l'après-midi soit à nous occuper du jardin, soit assises sur sa véranda, à siroter un thé glacé maison en parlant de tout et de rien. Pendant les froids mois d'hiver, nous nous blottissions près de sa cheminée crépitante, enveloppés dans les couvre-lits colorés qu'elle avait confectionnés au fil des décennies, et nous lisions des livres ensemble ou regardions de vieux films en noir et blanc sur sa télévision ancienne à l'image floue. Pendant 10 ans, je n'ai jamais manqué un dimanche, sauf si j'étais pratiquement sur mon lit de mort, et même dans ce cas, j'appelais toujours pour prendre des nouvelles. Ces dimanches étaient mon sanctuaire. Ils m'apportaient un sentiment de stabilité dans un monde par ailleurs chaotique, fait de longues gardes à l'hôpital et de soins aux patients émotionnellement épuisants. Maminou Béatrice était mon ancre, mon port d'attache dans une tempête incessante. Ma sœur, Manon, en revanche, pouvait à peine se donner la peine de composer le numéro de Maminou pour Noël ou son anniversaire. De 3 ans ma cadette, Manon avait toujours été la favorite attitrée de la famille, un titre qu'elle détenait malgré un manque total et absolu de responsabilité ou de considération pour quiconque d'autre qu'elle-même. Pendant que je travaillais d'arrache-pied pour financer mes études de kiné, Manon a abandonné 3 facs différentes, chaque aventure coûteuse étant entièrement financée par nos parents. Pendant que j'occupais le même poste exigeant à l'hôpital Saint-Luc pendant 7 ans, construisant une carrière dont j'étais fière, Manon passait de petits boulots sans avenir dans la vente à des postes de serveuse de courte durée et à une série de systèmes de marketing de réseau douteux, ne durant jamais plus de quelques mois à chaque fois. « Je me cherche », déclarait-elle de façon théâtrale, chaque fois que quelqu'un osait remettre en question ses choix de vie. À 29 ans, sa seule réussite constante était de décevoir systématiquement tous ceux qui avaient un jour compté sur elle. Nos parents, Karine et Robert, encourageaient ce comportement à chaque occasion. Quand Manon n'arrivait pas à payer son loyer, ils le payaient sans hésiter. Quand elle plafonnait une énième carte de crédit avec des achats futiles, ils réglaient discrètement la dette. Quand elle a eu besoin d'une nouvelle voiture après avoir détruit la précédente dans un accident parce qu'elle envoyait des SMS au volant, ils se sont portés co-emprunteurs pour le prêt d'une voiture neuve. Pendant ce temps, j'avais financé mes études grâce à une combinaison de bourses
et de prêts étudiants, acheter ma modeste mais fiable Renault Clio avec mes propres économies et louer un petit mais propre 2 pièces à 15 minutes de l'hôpital où je faisais des heures épuisantes. Le schéma était toujours exaspérément le même. Manon créait un tourbillon de chaos et tout le monde se tournait vers moi, s'attendant à ce que je sois la plus mature, la pacificatrice. Quand Manon a emprunté ma magnifique robe de soirée et l'a rendue avec une énorme tache de vin irrécupérable, on m'a dit de juste laisser tomber. Quand elle a emprunté de l'argent de ma cagnotte de remise de diplôme et ne l'a jamais remboursé, on m'a dit sèchement que la famille, c'est fait pour s'entraider. Quand elle est arrivée avec 3 heures de retard à ma remise de diplôme de kiné parce qu'elle avait la gueule de bois, je devais simplement comprendre parce que, comme il le disait toujours avec un soupir, c'est tout Manon, ça. Maminou Béatrice était la seule à voir clair dans cette dynamique toxique. « Tu sais, Chloé, » m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous plantions soigneusement des bulbes de tulipes pour le printemps à venir. Être la personne fiable, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Les gens apprennent à profiter de ceux dont ils savent qu'ils ne les laisseront jamais tomber. Elle m'a alors regardée, ses yeux bleus clairs et sages, semblant lire directement dans mon âme. N'oublie jamais que ta valeur ne se mesure pas à ce que tu donnes aux gens qui ne savent que prendre. Lorsque la santé de Maminou a commencé à décliner l'année dernière, il n'a jamais été question de savoir qui allait prendre les choses en main. J'ai immédiatement pris un congé de solidarité familiale de l'hôpital pour devenir son aide-soignante à plein temps durant ces derniers mois. Je lui administrais son cocktail complexe de médicaments, la conduisais à d'innombrables rendez-vous médicaux et passais des heures en cuisine à essayer de préparer des repas qui pourraient tenter son appétit défaillant. Je suis restée avec elle pendant les longues et douloureuses nuits où le sommeil ne venait pas. Je lui faisais la lecture quand sa vue est devenue trop faible pour qu'elle puisse profiter de ses livres bien-aimés, et je l'ai aidée à écrire des lettres à de vieux amis à qui elle voulait dire un dernier au revoir. Manon est venue une seule fois pendant ces 3 longs mois. Elle est restée 45 minutes, à passer la plupart de ce temps à faire défiler son téléphone, et est partie plus tôt parce qu'elle avait des projets. Nos parents venaient plus fréquemment, mais toujours avec l'attente tacite que je m'occuperais de toutes les parties difficiles et salissantes des soins. Quand Maminou Béatrice s'est éteinte paisiblement dans son sommeil, alors que je lui tenais la main, j'ai senti un morceau de mon cœur se briser et disparaître pour toujours. À l'enterrement, Manon pleurait à chaudes larmes, avec des sanglots théâtraux, racontant à qui voulait l'entendre à quel point elle et Maminou Béatrice avaient été incroyablement proches. J'étais trop anesthésiée par le chagrin pour même penser à la dénoncer pour sa performance éhontée. La tension dans la famille fut immédiate et palpable. Le lendemain de l'enterrement, ma mère a appelé pour demander si Maminou avait mentionné quoi que ce soit à propos de son testament. « Manon compte vraiment sur un petit coup de pouce avec cet héritage », a-t-elle dit, sans même essayer d'être subtile. « Tu sais à quel point c'est serré pour elle et les enfants en ce moment. » Honnêtement, je n'avais aucune idée de ce que Maminou avait prévu. Nous n'avions jamais discuté de son testament ou d'un quelconque héritage. Notre temps précieux ensemble avait été consacré à vivre, pas à préparer sa mort. Tout ce que je savais, c'est que quoi qu'il arrive, la perte de sa présence dans ma vie laisserait un vide qu'aucune maison ou somme d'argent ne pourrait jamais combler. J'étais loin de me douter que le dernier acte d'amour de ma grand-mère m'obligerait à enfin m'affirmer face à la famille qui m'avait tenue pour acquise toute ma vie. La lecture du testament était prévue un mardi après-midi à l'étude de Maître Dubois, en centre-ville. Je suis arrivée avec 15 minutes d'avance, les mains crispées sur un mouchoir humide et le cœur lourd d'un chagrin qui semblait encore vif et écrasant. L'étude était une capsule temporelle de boiseries sombres et de fauteuils en cuir vieillis, le genre d'endroit qui sentait le vieux papier et qui n'avait probablement pas changé d'apparence depuis 50 ans. J'ai choisi un siège près de la fenêtre, regardant les gouttes de pluie dévaler la vitre,
essayant de me préparer émotionnellement à ce qui allait se passer. Mes parents sont arrivés ensuite, mon père l'air sévère dans son plus beau costume et ma mère dans une robe noire qui la rendait pâle et tirée. Ils m'ont tous les deux serré brièvement dans leurs bras, un geste raide et formel, avant de prendre place de l'autre côté de la pièce, chuchotant entre eux de cette manière conspiratrice qu'ils adoptaient toujours lorsqu'ils élaboraient une stratégie. Manon est arrivée la dernière, bien sûr, avec 10 bonnes minutes de retard, accompagnée de son petit ami, Kevin. J'étais surprise qu'elle l'ait amené, car il n'avait jamais rencontré Maminou Béatrice. C'était sa dernière âme sœur en date, dans une longue lignée de relations douteuses. Kevin avait une manchette de tatouages criards et travaillait sporadiquement comme barman. Ils sortaient ensemble depuis à peine 4 mois, et Manon s'était déjà installée avec ses 3 enfants, issus de 2 relations précédentes dans son petit appartement. Manon m'a à peine adressé un signe de tête. Au lieu de ça, elle a sorti son téléphone et a immédiatement commencé à envoyer des SMS, ses longs ongles en acrylique cliquant bruyamment contre l'écran. Toute sa posture indiquait clairement que ce n'était qu'une corvée dont elle voulait se débarrasser le plus vite possible. Maître Dubois est entré dans la pièce à 14 heures précises, portant un épais dossier et des lunettes qui glissaient constamment sur son nez. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui », a-t-il commencé formellement. « Nous sommes ici pour discuter des dernières volontés et du testament de Béatrice Marguerite Vance. Avant de commencer, je voudrais vous présenter mes condoléances personnelles. Béatrice a été ma cliente pendant plus de 30 ans. Et je la considérais également comme une amie chère. Il a ouvert le dossier et a commencé à lire le jargon juridique formel. De petits objets personnels étaient riméens et répartis entre divers membres de la famille. Ma mère recevait le collier de perles de Maminou et quelques bijoux anciens qu'elle avait toujours admirés. Mon père héritait de sa précieuse collection de livres en édition originale. Divers cousins et ma tante Carole étaient mentionnés pour des legs plus modestes. Puis, Maître Dubois s'est éclairci la gorge et a ajusté ses lunettes, ses yeux trouvant les miens. À ma petite fille, Chloé Lynn Vance, qui a été ma compagne constante et mon soutien indéfectible, qui m'a offert le don inestimable de son temps et de son amour sans aucune attente en retour, je lègue ma maison au 118 rue des Chênes, avec tout son contenu non autrement légué, spécifiquement, ainsi que la somme de 90 000 € provenant de mes économies. La pièce est devenue complètement, totalement silencieuse. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, non pas à cause de la maison ou de l'argent, mais à cause des mots magnifiques que Maminou avait choisis pour décrire notre relation. De plus, a poursuivi Maître Dubois, à ma petite fille, Manon Jean Vance, je lègue la somme de 15 000 € avec le sincère espoir qu'elle l'utilisera à bon escient pour s'assurer un avenir plus stable pour elle et ses enfants. La tête de Manon s'est relevée brusquement de son téléphone, son expression passant d'une indifférence ennuyée à une pure indignation en un instant. « C'est tout !» a-t-elle pratiquement craché. « 15 000 €! Cette vieille peau était assise sur une mine d'or avec cette maison, et moi je reçois de l'argent de poche. » « Manon !» a haleté ma mère, bien que je ne puisse dire si elle était choquée par l'explosion ou par le montant. Maître Dubois a continué à lire comme s'il n'y avait eu aucune interruption, passant en revue quelques dons de bienfaisance que Maminou avait organisés. Quand il a finalement terminé et fermé le dossier, mon père s'est levé brusquement. « Il doit y avoir une sorte d'erreur », a-t-il dit, la voix tendue par une colère contenue. Béatrice savait que Manon a 3 enfants et qu'elle a des difficultés financières. Chloé est célibataire avec un bon travail. Cette répartition n'a aucun sens. Maître Dubois a retiré ses lunettes, son expression ferme. « Je vous assure, Monsieur Vance, votre mère était parfaitement saine d'esprit lorsqu'elle a pris ces dispositions. Nous avons examiné ce testament à plusieurs reprises et elle a été très claire sur ses volontés. » Mon père a alors tourné son regard furieux vers moi, son visage devenant d'un rouge profond. « Chloé, tu dois faire ce qui est juste. Cède la maison à ta sœur. Elle en a plus besoin que toi. » Je suis restée assise,
stupéfaite, incapable de comprendre ce qui se passait. Nous étions censés pleurer ma grand-mère, nous souvenir de sa vie, honorer ses dernières volontés. Au lieu de cela, la situation avait immédiatement dégénéré en une querelle avide sur ses biens. « Papa, je ne pense pas que… » ai-je commencé à dire, mais Manon m'a coupé. « Tu as déjà un appartement parfaitement convenable. » a-t-elle lancé. « Qu'est-ce que tu vas faire d'une maison de 4 chambres? J'ai 3 enfants entassés dans un 3 pièces avec Kevin. Tu es juste égoïste. » Ma mère s'est jointe à la conversation, sa voix prenant ce ton culpabilisant familier qu'elle avait perfectionné au fil des ans. « Ma chérie, ta sœur doit penser à Lilia, Jordan et Maël. Ils ont besoin d'un foyer stable avec un jardin. Tu sais que ta grand-mère voudrait que ses enfants aient un bon endroit pour grandir. » J'ai regardé autour de moi avec incrédulité. Kevin se tenait maintenant les bras croisés, me regardant comme si j'étais une sorte de monstre. Ma tante Carole et ma cousine Julie, qui étaient restées silencieuses jusqu'à présent, ont échangé des regards gênés. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour cette discussion », est intervenu Maître Dubois, clairement consterné par le drame familial qui se déroulait dans son bureau. Le testament est légal et exécutoire. Si vous avez des doutes sur sa validité, vous êtes libre de le contester en justice, bien que je doive vous avertir que Béatrice a pris toutes les précautions possibles pour s'assurer que ses volontés seraient respectées. Mon père a balayé cela d'un geste impatient de la main. Nous n'avons pas besoin des tribunaux. Nous sommes une famille. Chloé sait ce qu'il faut faire. Il m'a fixé d'un regard sévère qui m'a ramené directement à mon enfance, lorsque sa désapprobation me semblait la pire des punitions. Ma cousine Julie a soudainement pris la parole. « Je pense que nous devrions tous prendre un peu de temps pour digérer ça. Ça ne fait qu'une semaine que nous avons perdu tante Béatrice. Peut-être devrions-nous reporter cette discussion pour l'instant. » Manon lui a lancé un regard venimeux. C'est facile pour toi de dire ça quand tu n'es pas celle qui a du mal à joindre les 2 bouts, avec 3 enfants à nourrir. Alors que la dispute continuait de tourbillonner autour de moi, j'avais l'impression d'être sous l'eau, les sons étouffés et les mouvements ralentis. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé cette journée. Une partie de moi voulait se lever et crier que Maminou Béatrice avait fait ses choix pour une raison, que j'avais été là pour elle quand personne d'autre ne l'était. Mais une autre partie de moi, la partie conciliante qui avait été conditionnée depuis l'enfance à maintenir la paix à tout prix, calculait déjà comment céder sans me perdre complètement dans le processus. Maître Dubois a mis fin à la réunion lorsqu'il est devenu clair que rien de productif n'en sortirait. Alors que nous sortions de son bureau, ma mère m'a attrapé le bras. « Nous comptons sur toi pour dîner vendredi », a-t-elle dit, sa voix ne laissant aucune place au refus. « Nous discuterons des détails du transfert à ce moment-là. » J'ai hoché la tête, engourdie, et je les ai regardés partir, Manon se plaignant déjà bruyamment à Kevin de l'injustice de la situation. Je suis restée seule sur le parking, la pluie froide trempant ma veste fine, me sentant plus isolée que jamais. Les jours qui ont suivi la lecture du testament ont été un brouillard de guerre psychologique. Mon téléphone vibrait constamment sous les SMS et les appels de ma famille, chacun ajoutant une couche supplémentaire au poids croissant sur mes épaules. Ma mère appelait chaque matin avant ma prise de service à l'hôpital et chaque soir, après mon retour à la maison. Ces tactiques alternaient entre des crises de larmes culpabilisantes et des exigences colériques. « Ta sœur a pleuré toute la nuit », m'a-t-elle informé mercredi. Elle est morte d'inquiétude à l'idée de savoir où les enfants vont vivre si leur propriétaire met à exécution son augmentation de loyer. Jeudi, c'était « Je ne comprends tout simplement pas comment tu peux être si égoïste après tout ce que ton père et moi avons fait pour toi. » Vendredi matin, elle était passée à « Ta grand-mère aurait honte de ton comportement. Elle t'a mieux élevé que ça. » Celui-là m'a fait mal. Je me suis retrouvée assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital, sanglotant de manière incontrôlable jusqu'à ce qu'un collègue inquiet frappe à ma fenêtre pour vérifier si j'allais bien.
J'ai arboré le faux sourire que je maîtrisais bien trop, et je l'ai assuré que tout allait bien, juste des allergies qui me jouent des tours. L'approche de mon père était plus directe et autoritaire. Il n'a appelé qu'une seule fois, sa voix portant ce ton sévère et commandant qui nous avait toujours fait, Manon et moi, nous mettre au garde à vous quand nous étions enfants. Cette famille a toujours pris soin des siens, a-t-il dit sans préambule. Ta mère et moi avons tout sacrifié pour vous donner, à vous les filles, la meilleure vie possible. Maintenant, c'est à ton tour de faire ta part. Manon a besoin de cette maison, Chloé. Ce n'est pas une suggestion. Pendant ce temps, Manon a lancé une campagne sur les réseaux sociaux qui m'a retourné l'estomac. Sans me nommer directement, elle a publié des messages larmoyants sur les gens égoïstes qui ne se soucient pas de la famille et le fait de devoir expliquer à mes bébés pourquoi ils n'auront peut-être pas de jardin pour jouer, parce que quelqu'un qui vit tout seul a besoin d'une maison de 4 chambres pour elle toute seule. Ses amis, dont beaucoup étaient des gens que je connaissais depuis le lycée, ont commenté avec indignation en sa faveur, tous ne voyant que la version soigneusement construite de sa victimisation. La tactique la plus brutale est arrivée jeudi soir. Je suis rentrée d'une garde épuisante de 12 heures pour trouver Manon, Kevin et les 3 enfants qui attendaient devant la porte de mon appartement. « Tati Chloé !» a crié Lilia, 7 ans, en courant pour me serrer la taille. Malgré tout, mon cœur a un peu fondu. Rien de tout cela n'était la faute des enfants. On s'est dit que tu voudrais peut-être passer un peu de temps avec la nièce et les neveux que tu es en train de mettre à la rue, a dit Manon à voix haute, un faux sourire mielleux plaqué sur son visage, clairement pour le bénéfice de mes voisins. Je les ai fait entrer, parfaitement consciente de la petitesse et de l'exiguïté de mon appartement avec 5 personnes supplémentaires à l'intérieur. Jordan, 5 ans, a immédiatement commencé à toucher à tout, tandis que Maël, 2 ans, s'accrochait à la jambe de Kevin, l'air perdu et incertain. « Les enfants, allez explorer chez Tati Chloé pendant que les grands discutent », a ordonné Manon, et les enfants se sont dispersés. Lilia se dirigeant directement vers ma chambre. Une fois qu'ils ont été hors de portée de voix, le sourire de Manon a disparu. « C'est ridicule, Chloé. Regarde cet endroit. C'est parfait pour une personne. Qu'est-ce que tu vas faire de la grande maison de Maminou? T'y promener toute seule comme une âme en peine pendant que mes enfants sont entassés dans un appartement moisi, aux murs fins comme du papier? Je n'ai même pas encore décidé ce que je vais faire. » ai-je protesté faiblement. Tout arrive si vite. Kevin, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a pris la parole. Manon m'a raconté que tu as toujours été la préférée en grandissant. Tu as eu toute l'attention, toutes les opportunités. Peut-être qu'il est temps que tu penses à quelqu'un d'autre que toi pour une fois. Je l'ai dévisagé, sans voix. C'était si loin de la réalité de notre enfance que je ne savais même pas comment répondre. Était-ce vraiment l'histoire que Manon lui avait racontée? Qu'elle était la délaissée? La visite a duré 1 heure atroce, pendant laquelle Jordan a réussi à renverser et à casser un vase en céramique que mes amis de l'école de kiné m'avaient offert pour mon diplôme. Et Maël a eu une fuite de couches sur mon canapé. Ni Manon ni Kevin n'ont fait le moindre geste pour nettoyer l'un ou l'autre des dégâts. Au moment de partir, Manon s'est arrêtée à la porte. « Maman et papa nous attendent pour le dîner demain soir. Ne sois pas en retard. Et peut-être que d'ici là, tu auras retrouvé la raison. » La pression ne venait pas seulement de ma famille, immédiate. Tante Carole a appelé pour juste prendre des nouvelles, mais a rapidement orienté la conversation sur le fait que Manon a toujours eu des difficultés, la pauvre, et que partager nos bénédictions, c'est ça, la famille. Oncle Robert m'a envoyé un SMS pour me dire que je devais faire ce qui est juste pour ta sœur, car les liens du sang sont plus forts que tout. La seule personne qui m'a contactée sans arrière-pensée a été ma cousine, Julie. Elle a appelé vendredi après-midi alors que je me préparais pour le redoutable dîner de famille. «
Comment tu tiens le coup ?» a-t-elle demandé avec une inquiétude sincère dans la voix. « Honnêtement, pas très bien, ai-je admis, soulagée de pouvoir enfin dire la vérité à quelqu'un. « Je m'en doutais, » a soupiré Julie. « Écoute, je sais que tout le monde te met la pression, mais tu dois savoir qu'on ne pense pas tous que tu devrais renoncer à la maison. Maminou Béatrice te l'a laissée pour une bonne raison. »« Tu crois ?» ai-je demandé, embarrassée par le son faible et brisé de ma voix. « J'en suis sûre. » « J'ai vu comment tu étais avec elle, Chloé, tous les dimanches, pendant des années. Et puis tu as pratiquement emménagé chez elle quand elle est tombée malade. Manon est venue une fois en 3 mois et a pleuré à l'enterrement comme si elles étaient les meilleures amies du monde. C'était dégoûtant. » La validation de Julie m'a fait monter de nouvelles larmes aux yeux. « Je ne sais pas quoi faire, Ju. » Ils me font sentir comme si j'étais cette personne horrible et égoïste. C'est parce qu'ils savent que tu céderas s'ils insistent assez fort, a dit Julie sans détour. Tu le fais toujours. Écoute, quelle que soit ta décision, assure-toi que c'est parce que c'est ce que tu veux, pas parce qu'ils t'ont intimidé pour l'obtenir. Après avoir raccroché, je me suis retrouvée à conduire jusqu'à la maison de Maminou Béatrice. Ma maison, maintenant. Légalement, sinon encore émotionnellement. Je n'y étais pas retournée depuis avant l'enterrement et me garer dans l'allée me semblait surréaliste. Le jardin commençait déjà à paraître négligé. Les rosiers avaient besoin d'être taillés et la véranda était parsemée de feuilles mortes que Maminou n'aurait jamais tolérées. J'ai utilisé la clé que Maître Dubois m'avait donnée et je suis entrée. La maison sentait Maminou. Un mélange réconfortant de lavande, de vieux livres et du produit à la cire citronnée qu'elle utilisait sur les meubles anciens. Je me suis déplacée lentement à travers les pièces, laissant traîner mes doigts sur les surfaces familières. Dans la cuisine, son tablier était toujours accroché au crochet près du garde-manger. Dans le salon, ses lunettes de lecture reposaient sur la table d'appoint à côté de son fauteuil préféré, un marque-page dépassant encore du roman policier qu'elle ne finirait jamais. Debout sur le seuil de sa chambre, regardant le lit soigneusement fait avec son couvre-lit cousu main, j'ai ressenti son absence comme une douleur physique. Mais j'ai aussi ressenti autre chose, une certitude grandissante que Maminou Béatrice avait su exactement ce qu'elle faisait. Elle ne m'avait pas laissé cette maison pour causer des conflits familiaux ou pour faire du favoritisme. Elle l'avait fait parce que cette maison avait été remplie d'amour entre nous et elle voulait que cet amour continue après son départ. En partant, en fermant la porte à clé derrière moi, je me sentais partagée entre la loyauté que je ressentais envers les volontés de Maminou et toute une vie de conditionnement qui me disait que maintenir la paix était ma principale responsabilité. Je suis montée dans ma voiture et je me suis dirigée vers la maison de mes parents pour le dîner, toujours incertaine de ce que j'allais faire, mais sentant les premiers frémissements d'une résolution que je ne savais pas posséder. Je suis arrivée chez mes parents à 18h30, précise, l'heure que ma mère avait spécifiée. La maison de style colonial où Manon et moi avions grandi était la même que toujours, avec ses volets bleus et ses haies bien taillées. La Buick de mon père était dans l'allée, ainsi que le SUV perpétuellement en désordre de Manon. En me garant derrière eux, j'ai pris une profonde inspiration, essayant de me préparer pour ce que je savais être une embuscade déguisée en dîner de famille. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, la tension m'a frappée comme une force physique. Ma mère était dans la cuisine, coupant agressivement des légumes, tandis que mon père était assis à la table de la salle à manger avec une pile de papier à l'aspect officiel devant lui. Manon n'était nulle part en vue, mais je pouvais entendre sa voix à l'étage, probablement au téléphone. « La voilà », a dit mon père sans se lever. « On commençait à penser que tu ne viendrais pas. » « J'ai dit que je serais là », ai-je répondu, en accrochant ma veste au porte-manteau. « Où sont les enfants ?»« Kevin les a emmenés chez sa mère pour la nuit », a crié ma mère depuis la cuisine. « On a pensé qu'il valait mieux avoir une conversation d'adultes, sans distraction. » Traduction.
Ils ne voulaient aucun témoin pour ce qu'ils avaient prévu. Le dîner fut une affaire tendue. Ma mère avait fait des lasagnes, mon plat préféré, ce qui m'a immédiatement mise en état d'alerte. Elle ne préparait mes plats préférés que lorsqu'elle voulait quelque chose d'important. Nous avons mangé dans un silence pesant pendant plusieurs minutes avant que mon père ne s'éclaircisse la gorge. « Chloé, ta mère et moi avons beaucoup réfléchi à cette situation avec la maison de Maminou, a-t-il commencé, utilisant sa voix raisonnable, qui précédait toujours quelque chose de profondément déraisonnable. Nous comprenons que tu puisses être attaché à cet endroit à cause de ta relation avec ta grand-mère. Mais nous devons voir les choses de manière pratique. J'ai pris une bouchée de lasagne pour éviter de répondre immédiatement. Le fait est, a-t-il poursuivi, que Manon a 3 enfants et aucune situation de logement stable. Tu es célibataire, avec une bonne carrière, et tu as déjà un endroit où vivre. Il est tout simplement logique que Manon ait la maison. Sans oublier, a ajouté ma mère, que Manon pourrait vraiment bénéficier de cette sécurité financière. Si elle avait la maison, elle n'aurait pas à s'inquiéter du loyer. Elle pourrait se concentrer sur la recherche d'un bon travail et subvenir aux besoins des enfants. J'ai posé ma fourchette. Manon a eu 10 ans pour trouver un bon travail, maman. Qu'est-ce qui vous fait penser que le fait d'avoir la maison de Maminou la rendra soudainement responsable? La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. « C'est injuste, Chloé, » a dit sèchement mon père. « Ta sœur a eu quelques revers, mais elle fait de son mieux. »« Vraiment ?» ai-je demandé, me surprenant moi-même par le défi dans ma voix, parce que de mon point de vue, on dirait qu'elle a passé toute sa vie d'adulte à fuir ses responsabilités, pendant que tout le monde se précipitait pour la renflouer. Le visage de ma mère s'est empourpré de colère. « Comment oses-tu parler de ta sœur de cette façon? Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'élever 3 enfants toute seule. »« Elle n'est pas toute seule, » ai-je fait remarquer. « Elle a Kevin maintenant. Et avant ça, c'était Derek, et avant ça, Jason. Sans oublier que vous êtes là, vous deux, qui ne lui avez jamais rien refusé. » « Nous avons aidé nos 2 filles de manière égale, » a insisté mon père, bien que nous sachions tous que c'était un mensonge flagrant. Manon a choisi ce moment pour faire sa grande entrée, se pavanant dans la salle à manger avec le timing de quelqu'un qui avait écouté depuis le haut des escaliers. « Vous parlez de moi ?» a-t-elle demandé avec une fausse gaieté. « Nous discutons de la situation de la maison, » a dit ma mère, son ton s'adoucissant immédiatement. « Oh ça !» a dit Manon, en se laissant tomber sur une chaise et en se servant une grande portion de nourriture. Est-ce qu'elle a accepté de la céder? Kevin parle déjà de la chambre qui serait la meilleure pour son studio à la maison. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Son quoi? Manon a agité une main avec dédain. Kevin commence un podcast sur la bière artisanale. Il a besoin d'un espace calme pour enregistrer. La manière désinvolte et pleine de droit avec laquelle elle a dit cela, comme s'il était parfaitement raisonnable de s'attendre à ce que je renonce à mon héritage pour que son petit ami de 4 mois puisse avoir un studio de podcast, m'a laissé momentanément sans voix. « En fait, » a dit mon père, en tirant la pile de papier vers lui, « j'ai fait rédiger les documents de transfert. Mon ami Bill à la banque m'a aidé avec ça. » Il a fait glisser les papiers sur la table vers moi, avec un stylo. « On peut s'occuper de ça ce soir et en finir. » J'ai regardé les documents. Mon nom et celui de Manon imprimés en noir et blanc, avec une ligne de signature ostensiblement vide en bas. La pure présomption de tout cela m'a frappée comme une gifle. « Vous avez déjà fait rédiger des papiers ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Sans même me parler d'abord? « On parle maintenant, » a dit ma mère avec impatience. Et franchement, Chloé, je ne comprends pas pourquoi c'est même une discussion. Ta sœur a besoin de la maison. Toi, non. C'est aussi simple que ça. Ouais, ne sois pas si égoïste, a ajouté Manon, la bouche pleine de lasagne. Ce n'est pas comme si tu avais mérité cette maison de toute façon. C'est juste de la chance que Maminou t'aimait mieux. Quelque chose en moi a craqué. De la chance? Tu penses que c'était de la chance? Que j'ai passé tous les dimanches avec elle pendant 10 ans?
que j'ai pris un congé de mon travail pour m'occuper d'elle quand elle était mourante, que c'est moi qui lui tenais la main quand elle est décédée, alors que tu ne pouvais pas te donner la peine de venir plus d'une fois. Manon a levé les yeux au ciel. Ça y est, on a droit au numéro de la martyre. Tu dois toujours être la parfaite, n'est-ce pas? Sainte Chloé, si altruiste, si attentionnée. Ça suffit, a interrompu mon père. Ces chamailleries n'aident en rien. Oh, je pense que ça aide beaucoup, ai-je dit, un calme étrange et froid s'installant en moi. Ça m'aide à voir les choses très très clairement. Manon, quand as-tu rendu visite à Maminou pour la dernière fois avant qu'elle ne tombe malade? Tu t'en souviens même? Manon s'est agitée mal à l'aise sur sa chaise. J'étais occupée. Avec les enfants, elle comprenait ça. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Quand était la dernière fois? Je ne sais pas, peut-être à Noël il y a 2 ans? Quelle importance? Ça a de l'importance, ai-je dit, ma voix s'élevant. Parce que tu es assise ici à prétendre que tu mérites sa maison, alors que tu ne pouvais pas lui consacrer 1 heure de visite depuis des années. Et maintenant, j'apprends que tu as déjà promis à ton petit ami qu'il pourrait transformer une chambre en studio de podcast? Ma mère est intervenue. Chloé, tu es mélodramatique. L'important, c'est que la maison reste dans la famille et profite au plus grand nombre. 3 enfants et 2 adultes contre juste toi. Le calcul est simple. En fait, ai-je dit, un souvenir refaisant soudainement surface, vif et clair. Manon a rendu visite à Maminou une autre fois à ma connaissance, environ 6 mois avant qu'elle ne tombe malade. N'est-ce pas, Manon? Le visage de Manon est devenu vide un instant avant que ses yeux ne se plissent. Je ne vois pas de quoi tu parles. Maminou m'en a parlé. Elle a dit que tu es passé à l'improviste un mardi. Elle était si excitée de te voir qu'elle a fait tes financiers au citron préféré. Mais il s'est avéré que tu n'étais pas là pour une visite, n'est-ce pas? Tu avais besoin d'argent parce que tu avais de nouveau plafonné ta carte de crédit. C'est un mensonge, a dit Manon, mais son visage rouge racontait une autre histoire. Maminou a proposé de t'aider, ai-je continué, les détails me revenant clairement maintenant. Mais elle avait des conditions. Elle a dit que tu devrais lui montrer un budget et commencer à rembourser tes dettes de manière responsable. Elle a même proposé de te payer un conseiller financier. Mais tu t'es mise en colère et tu es partie sans même manger les financiers qu'elle avait faits. Elle a pleuré en me le racontant. Le silence s'est fait dans la pièce. Mon père a regardé Manon avec une question dans les yeux, mais elle a évité son regard. « C'est vrai ?» a-t-il finalement demandé. « Elle essayait de me contrôler » a marmonné Manon, agissant comme si j'étais une enfant irresponsable. « Parce que tu agisses comme une enfant irresponsable » ai-je dit, ma voix se libérant enfin. « Tu as agi comme une enfant irresponsable toute ta vie d'adulte, et tout le monde dans cette famille l'a encouragée, y compris moi. Eh bien, j'en ai fini. » Je me suis levée, repoussant ma chaise de la table. Maminou Béatrice m'a laissé cette maison parce qu'elle savait exactement ce qui se passerait si elle te la laissait. Manon, elle serait hypothéquée jusqu'au cou en moins d'1 an pour payer tes dettes ou vendue pour financer n'importe quel projet de richesse rapide que toi ou ton petit ami auriez inventé. « Comment oses-tu » a haleté ma mère. « Non, comment osez-vous tous » ai-je répliqué. Maminou est partie depuis à peine 2 semaines et au lieu d'honorer ses volontés, vous essayez de les piétiner parce que c'est plus pratique pour vous. Parce que, Dieu nous en préserve, Manon devrait un jour faire face aux conséquences de ses propres choix. Mon père s'est levé à son tour, son visage un masque de rage. « Ça suffit, Chloé. Tu as fait valoir ton point de vue, mais je veux être très claire sur quelque chose. Soit tu signes ces papiers et tu fais ce qui est juste pour ta sœur, soit tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. C'est aussi simple que ça. » L'ultimatum flottait dans l'air entre nous, brutal et final. J'ai regardé le visage sévère de mon père, la désapprobation aux lèvres pincées de ma mère et l'expression suffisante et triomphante de Manon. En ce seul et terrible instant, j'ai vu avec une clarté parfaite à quoi ressemblerait mon avenir si je cédais maintenant.
une vie à être exploitée, à voir mes limites ignorées, à devoir sacrifier mes propres besoins pour les désirs sans fin de Manon. Sans un mot de plus, j'ai pris mon sac à main et je suis sortie, ignorant le cri choqué de ma mère. « Chloé !» derrière moi. Je suis montée dans ma voiture et j'ai juste conduit, sans destination en tête, les larmes coulant sur mon visage, alors que la réalisation dévastatrice me frappait. Je venais peut-être de perdre toute ma famille. J'ai fini dans un petit parc désert près de mon appartement, assise sur un banc froid dans le noir, essayant de digérer les décombres de ce qui venait de se passer. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises avec des appels et des SMS de ma mère que j'ai tous ignorés. Finalement, un SMS de mon père est arrivé. Ta mère est très contrariée. Quand tu te seras calmée et que tu seras prête à être raisonnable, appelle-nous. Raisonnable. On attendait toujours de moi que je sois la personne raisonnable, celle qui cédait, qui faisait des compromis, qui mettait tout le monde en premier. Quand est-ce que quelqu'un dans ma famille s'était déjà arrêté pour considérer ce que je voulais ou ce dont j'avais besoin? Je suis restée assise là jusqu'à bien après minuit, l'épuisement émotionnel des 2 dernières semaines me rattrapant enfin. Quand je suis finalement rentrée chez moi, je suis tombée dans mon lit tout habillée et j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve pour la première fois depuis la mort de Maminou. Je me suis réveillée le lendemain matin avec les yeux gonflés et un sentiment de calme étrange et inattendu. Alors que je préparais mon café du matin, un souvenir m'est venu à l'esprit, quelque chose que Maminou Béatrice m'avait dit lors d'une de nos dernières conversations. « Chloé », avait-elle dit, sa voix faible mais ses yeux toujours aussi vifs, « j'ai mis quelque chose de côté pour toi. Le moment venu, regarde dans notre livre. Tu sauras quoi faire. » Notre livre. Elle voulait dire « Orgueil et préjugés », le roman de Jane Austen que nous avions lu ensemble d'innombrables fois au fil des ans. J'avais ramené son exemplaire usé à mon appartement après sa mort, incapable de me séparer de quelque chose qui contenait tant de souvenirs précieux de notre temps ensemble. Les mains tremblantes, j'ai pris le livre à couverture rigide usé de ma bibliothèque et j'ai commencé à feuilleter soigneusement les pages délicates et jaunies. Au début, je n'ai rien vu d'inhabituel, juste le texte familier avec les notes occasionnelles de Maminou, griffonnées dans les marges. Puis, juste au moment où j'atteignais le chapitre où Elizabeth Bennet refuse la première demande en mariage de M. Darcy, la partie préférée de Maminou, je l'ai trouvée, une enveloppe scellée, soigneusement glissée entre les pages. Mon nom était écrit sur le devant de l'écriture élégante et familière de Maminou. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de seulement 2 semaines avant sa mort. Les mains tremblantes, j'ai déplié les pages et j'ai commencé à lire. Ma très chère Chloé, si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que tu te trouves dans la situation exacte que je craignais. Je connais bien ton père et ta mère, et je connais ta sœur Manon, peut-être mieux qu'elle ne le réalise. À l'heure qu'il est, ils t'ont probablement demandé de céder la maison à Manon, pour la famille. Et toi, ma douce fille, tu es partagée entre honorer mes volontés et maintenir la paix avec les gens que tu aimes. D'abord, je veux que tu saches que la maison est à toi, sans condition ni attente. Ce que tu choisiras d'en faire est entièrement ta décision, et je ne te jugerai pas, quelle que soit ta décision. Mais j'espère que tu pardonneras à une vieille femme son dernier conseil. Tout au long de ta vie, je t'ai vu sacrifier ton propre bonheur et tes besoins pour contenter les autres. Je t'ai vu céder aux exigences de Manon depuis que vous êtes toute petite. Je t'ai vu accepter le favoritisme de tes parents sans te plaindre. Je t'ai vu mettre tes propres rêves en attente pour être là pour des gens qui n'auraient pas fait la même chose pour toi. Chloé, ma douce fille, ta compassion est ta plus grande force. Mais lorsqu'elle est mal utilisée, elle devient ta plus grande vulnérabilité. Il y a des gens dans ce monde, même des gens que nous aimons, qui prendront et prendront jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien
si nous les laissons faire. Manon est venue me voir l'année dernière, non par souci pour mon bien-être, mais parce qu'elle avait besoin d'argent. Quand j'ai suggéré de l'aider si elle prenait des mesures vers la responsabilité financière, elle s'est mise en colère. Elle m'a dit que je lui devais cela parce que je t'avais toujours favorisé. Elle a dit que le moins que je puisse faire était de rendre les choses justes, en lui donnant de l'argent sans condition. Ce que Manon ne comprend pas, c'est que l'amour ne consiste pas à tenir les comptes ou à rendre les choses égales. Il s'agit de construire des relations basées sur le respect et l'attention mutuelle. Le lien que nous partageons, toi et moi, n'a pas été créé par l'ADN ou l'obligation. Il a été construit dimanche après dimanche, conversation après conversation, à travers des rires et des larmes partagées, et le don simple et inestimable de ta présence dans ma vie. J'ai laissé à Manon une somme que je crois généreuse, compte tenu de notre relation. Je t'ai laissé ma maison parce que c'est toi qui as contribué à en faire un foyer, même lorsque mon propre corps me faisait défaut. J'espère que tu la rempliras du même amour et de la même chaleur que tu as apporté à mes dernières années. Mais plus que la maison elle-même, j'espère t'avoir laissé le courage de rester ferme sur ta propre valeur. Tu n'existes pas pour résoudre les problèmes de Manon ou pour répondre aux attentes de tes parents. Tu existes pour vivre ta propre vie avec joie et détermination. S'ils ne peuvent pas accepter ton droit à l'héritage que je t'ai librement donné, alors il est peut-être temps de créer une certaine distance, non par colère ou ressentiment, mais par autopréservation et respect pour tes propres besoins. Souviens-toi de ce que nous avons lu ensemble dans Austen. Je suis seulement résolue à agir de la manière qui, à mon avis, constituera mon bonheur. Il est temps pour toi de constituer ton propre bonheur, ma chérie, même si les autres ne comprennent pas. Je suis si fière de la femme que tu es devenue. Et je suis en paix en sachant que ma maison sera entre les mains de quelqu'un qui l'a vraiment aimée et qui m'a aimée pour toutes les bonnes raisons. Avec tout mon amour, Maminou Béatrice. Quand j'ai fini de lire, les larmes coulaient sur mon visage, mais elles étaient différentes des larmes de la veille. C'étaient des larmes de libération, de reconnaissance, d'une vérité que j'avais toujours connue au fond de moi, mais que je n'avais jamais eu le courage de reconnaître. Maminou Béatrice avait tout vu, ma tendance à céder, celle de Manon à prendre, et mes parents qui entretenaient tout ce cycle toxique. Et dans son dernier acte d'amour, elle m'avait donné non seulement sa maison, mais aussi la permission dont j'avais désespérément besoin pour briser le schéma qui avait défini mes relations familiales depuis si longtemps. J'ai relu la lettre 3 fois, chaque lecture renforçant ma résolution. Puis, j'ai envoyé un unique message à mes parents et à Manon. Il faut qu'on parle, tous ensemble, demain à 14h, à la maison de Maminou. S'il vous plaît, soyez à l'heure. Ma mère a appelé immédiatement, mais j'ai laissé son appel aller sur la messagerie vocale. Cette conversation devait avoir lieu en personne, selon mes conditions, et j'avais besoin de temps pour me préparer. J'ai passé le reste de la journée à rassembler mes propres preuves, les registres de mes visites à Maminou, les documents de mon congé de solidarité familiale lorsque j'ai pris soin d'elle, des photos de nos dimanches ensemble au fil des ans. Je n'étais pas sûre d'en avoir besoin, mais les avoir me rendait plus sûre de ma position. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la maison de Maminou, ma maison, pour la première fois. Allongée dans la chambre d'amis, pas tout à fait prête à dormir encore dans la chambre de Maminou, j'ai senti un sentiment de paix s'installer en moi. Cette maison contenait tant d'amour. Je pouvais presque sentir la présence de Maminou m'entourer, me donnant la force pour ce qui allait arriver. Le lendemain, je me suis réveillée tôt et j'ai passé la matinée à nettoyer. Il y avait quelque chose de thérapeutique à laver les fenêtres et à épousseter les étagères qui avaient commencé à prendre la poussière dans les semaines qui ont suivi le décès de Maminou. À 13h30, la maison était impeccable. Un vase de fleurs fraîches du jardin était posé sur la table basse et je me sentais aussi prête que je ne le serais jamais.
Mes parents sont arrivés à 14 heures précises, comme toujours. Manon avait 15 minutes de retard et, heureusement, sans Kevin cette fois. Je les ai tous invités à s'asseoir dans le salon, l'espace formel où Maminou recevait ses invités lors d'occasions spéciales. « Merci d'être venu », ai-je commencé, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Je sais que les choses me se sont envenimées au dîner l'autre soir et je m'excuse d'être partie. Mais je pense qu'il est important que nous mettions les choses au clair une fois pour toutes. « Nous sommes d'accord », a dit mon père, son ton indiquant clairement qu'il s'attendait à ce que cette réunion se termine par ma signature pour céder la maison. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ça », ai-je poursuivi, et j'ai pris une décision concernant la maison de Maminou Béatrice. Manon se pencha en avant, pleine d'attente, un sourire triomphant se dessinant déjà sur ses lèvres. Je ne la céderai ni à Manon, ni à personne d'autre. Je vais garder la maison, comme Maminou le souhaitait. Le sourire a disparu du visage de Manon, espèce d'égoïste de... « Laisse-moi finir », l'ai-je interrompu, avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. Il ne s'agit pas d'être égoïste. Il s'agit de respecter les volontés de Maminou et de briser un schéma qui n'a été sain pour aucun de nous. J'ai sorti la lettre de Maminou de mon sac. Maminou m'a laissé ça. Elle savait exactement ce qui se passerait après son départ, et elle voulait s'assurer que j'aurais la force de m'affirmer. J'ai commencé à lire la lettre à haute voix, ma voix se brisant parfois sur les parties les plus émouvantes, mais j'ai continué jusqu'à la fin. Quand j'ai terminé, la pièce était silencieuse. Ma mère a été la première à parler, la voix tendue de colère. Je n'arrive pas à croire qu'Ella Plail ait pu écrire de telles choses sur sa propre famille. C'est de la manipulation d'outre-tombe. C'est la vérité, maman, ai-je dit doucement. Et je pense qu'au fond de toi, tu le sais. La vérité, c'est que ta sœur a plus besoin de cette maison que toi, a insisté mon père, bien que je puisse voir une lueur d'incertitude dans ses yeux pour la première fois. Ce dont Manon a besoin, ai-je dit prudemment, c'est d'apprendre à se débrouiller seule. Ce dont elle a besoin, c'est que nous arrêtions de résoudre ses problèmes à sa place et que nous commencions à attendre d'elle qu'elle les résolve elle-même. « C'est facile pour toi de dire ça », a lancé Manon. « Tout est toujours tombé tout cuit dans le bec. » Je l'ai regardé avec incrédulité. « Facile ? Tu penses que mes études de kiné, tout en travaillant à temps partiel, c'était facile ? Tu penses que garder un travail exigeant pendant 7 ans, alors que tu as enchaîné une douzaine de combines différentes, c'est facile ? Tu penses que regarder Maminou mourir, c'était facile ? Les filles, s'il vous plaît, est intervenue ma mère. Ça n'aide pas. En fait, je pense que si, ai-je dit. Pour la première fois, nous parlons vraiment de la réalité de notre dynamique familiale, au lieu de prétendre que tout va bien pendant que je donne et que Manon prend. Je me suis tournée directement vers Manon. « Je t'aime. Tu es ma sœur. » Mais Maminou avait raison. Il ne s'agit pas de tenir les comptes ou de rendre les choses égales. Il s'agit de respect. Tu n'as pas respecté les volontés de Maminou. Et tu ne m'as pas respecté, ni ma relation avec elle. « Alors, c'est tout ?» a exigé mon père. « Tu choisis une maison plutôt que ta famille ?»« Non, papa. Je choisis d'honorer les dernières volontés de Maminou et de m'estimer suffisamment pour ne plus être le paillasson de tout le monde. Et si vous voyez vraiment ça comme le choix d'une maison plutôt que d'une famille, alors peut-être que nous devons réexaminer ce que le mot « famille » signifie vraiment pour nous tous. » Ma mère s'est mise à pleurer, ce qui aurait normalement été mon signal pour reculer, m'excuser, céder. Mais les mots de Maminou résonnaient dans mon esprit. « Ta compassion est ta plus grande force, mais lorsqu'elle est mal utilisée, elle devient ta plus grande vulnérabilité. Je ne fais pas ça pour blesser qui que ce soit, ai-je dit plus doucement. Mais j'ai besoin que vous compreniez tous que cette décision est finale. La maison est à moi et je la garde. » Manon se leva brusquement, le visage rouge de colère. « Très bien. Garde ta stupide maison, mais ne t'attends pas à ce que je fasse comme si tout allait bien entre nous. En ce qui me concerne, tu n'es plus ma sœur. »
Elle est sortie en trombe, claquant la porte d'entrée derrière elle. Mon père se leva plus lentement. « Tu fais une erreur, Chloé. Une famille divisée contre elle-même ne peut tenir. » « Je ne divise pas la famille, papa. Je refuse simplement d'être la seule à faire des compromis. » Il secoua la tête tristement et aida ma mère, toujours en larmes, à se relever. « Quand tu auras retrouvé la raison, tu sais où nous trouver. » Après leur départ, je suis restée seule dans mon salon, émotionnellement épuisée, mais me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu bon face à toute la force de la manipulation de ma famille. Ça faisait mal, oui, mais sous la douleur se trouvait un sentiment croissant de fierté et de respect de soi qui, je le réalisais, m'avait manqué depuis bien trop longtemps. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais une chose avec certitude. Maminou Béatrice aurait été fière. 3 semaines se sont écoulées dans un silence complet. Pas d'appels, pas de SMS, pas même de publications passives-agressives de Manon sur les réseaux sociaux. Le calme était à la fois douloureux et étrangement libérateur. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'organisais pas mon emploi du temps en fonction des obligations familiales, ni ne répondais aux appels de crise de ma sœur. J'avais de l'espace pour respirer, pour penser, pour commencer à m'installer dans ma nouvelle maison. J'ai passé mes week-ends à peindre, à planter de nouvelles fleurs dans le jardin de Maminou et à déménager progressivement mes affaires de mon appartement. La 4e semaine, j'ai reçu un SMS de Manon qui disait simplement « On peut parler? Juste nous deux ». J'ai accepté de la retrouver dans un café neutre, m'attendant à une autre confrontation. Quand je suis arrivée, elle était déjà là, l'air inhabituellement sobre. « Merci d'être venue », dit-elle doucement. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, à ce que Maminou a écrit dans cette lettre. » Elle leva les yeux, ses yeux brillants de larmes non versées. « Tu avais raison. » Surtout, j'étais si choquée que je ne pouvais pas parler. « Kevin et moi avons rompu, » a-t-elle poursuivi. « Après que toute l'affaire de la maison soit tombée à l'eau, il a commencé à me mettre la pression pour que j'arrange les choses avec toi, comme si je devais juste te manipuler pour lui donner ce qu'il voulait. C'est là que j'ai réalisé que tu avais raison sur lui aussi. Il ne se souciait pas de moi. Il voulait juste ce qu'il pouvait obtenir de moi. Tout comme moi avec Maminou. » Elle haussa les épaules, un petit sourire amer sur le visage. « Ne sois pas désolée. Ça m'a fait voir les choses clairement. Comme la façon dont j'ai vécu toute ma vie en attendant que les autres résolvent mes problèmes. Maman et papa, mes ex, toi, Maminou. J'ai pris et pris sans jamais rien donner en retour. » Elle prit une profonde inspiration. Bref, j'ai trouvé un travail. Un vrai. Assistante administrative au centre médical de la Vallée. Et je me suis inscrite à des cours du soir. J'ai utilisé l'argent que Maminou m'a laissé pour la caution d'un appartement plus petit et plus abordable. C'est la première fois que j'utilise de l'argent pour ce à quoi il était destiné. J'ai tendu la main sur la table et j'ai serré la sienne. « Je suis fière de toi, Manon. »« Ne sois pas trop fière tout de suite, » dit-elle, avec une ombre de son ancien sourire. « J'ai un long chemin à parcourir. Mais je voulais que tu saches que je comprends pourquoi tu as gardé la maison. Et je suis désolée. Tu méritais cet héritage, et je n'avais aucun droit d'essayer de te le prendre. Cette simple reconnaissance m'a mis les larmes aux yeux. Merci de dire ça. Nous avons parlé pendant une autre heure, plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis des années. Quand nous nous sommes quittés, elle m'a serré fort dans ses bras. « J'aimerais essayer d'avoir une vraie relation avec toi, » a-t-elle dit, « une qui ne soit pas basée sur ce que je peux obtenir de toi. » « J'aimerais ça aussi, » lui ai-je dit, et je le pensais. Le dimanche suivant, j'ai reçu un SMS de ma mère me demandant s'il pouvait venir voir la maison. Quand ils sont arrivés, mon père était raide, mais ma mère a apporté une plante pour la pendaison de crémaillère. « Tu nous manques, ma chérie, » a dit ma mère, les larmes aux yeux. « Nous avons réalisé qu'il y avait une part de vérité dans ce que tu as dit. Nous avons attendu des choses différentes de toi et de Manon. Nous aurions dû respecter les volontés de Béatrice depuis le début. »
Je me suis assise entre eux sur le canapé, prenant leurs mains. « Je suis prête à essayer de construire quelque chose de mieux », ai-je dit doucement. Mon père a serré ma main. « Ta grand-mère serait fière de toi », a-t-il dit d'un ton bourru. « Elle a élevé une femme forte. » Dans les mois qui ont suivi, nous avons lentement commencé à guérir. Les dîners du dimanche sont devenus une nouvelle tradition, parfois chez moi, parfois chez mes parents. Ma relation avec Manon s'est transformée. Nous nous sommes découvertes en tant qu'adultes, en tant que sœurs. Elle s'est épanouie dans sa nouvelle vie, remboursant ses dettes une par une, et j'étais sa plus grande supportrice. La maison qui avait causé tant de conflits est devenue ce que Maminou avait toujours voulu, un endroit où notre famille pouvait trouver un nouveau départ, plus sain. Un soir, alors que j'étais assise sur la balancelle de la véranda à regarder le coucher du soleil, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Le voyage avait été douloureux, mais à travers tout cela, le dernier cadeau de Maminou Béatrice n'était pas la maison elle-même. C'était le courage de m'estimer assez pour tenir bon. « Merci, Maminou », ai-je murmuré à la brise du soir, « pour tout. » Les héritages les plus précieux de la vie ne sont pas toujours des choses que l'on peut toucher. Parfois, c'est la force que l'on découvre en soi et la sagesse de savoir que le véritable amour exige à la fois compassion et limite. Dans son dernier acte d'amour, elle m'avait donné non seulement une maison, mais un foyer en moi-même que personne ne pourrait jamais m'enlever. Avez-vous déjà dû faire face à la pression familiale pour faire ce que vous saviez être juste ? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est normal de fixer des limites. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et n'oubliez pas, parfois, le plus grand acte d'amour est d'avoir le courage d'honorer sa propre valeur. Fin de l'histoire.